Liam mène une vie déplorable et vraiment pathétique. Il n'a pas pu passer de bons moments avec sa famille depuis presque 10 ans. Son environnement de travail est devenu un enfer ces derniers temps, alors la seule chose qui le maintient à flot, c'est l'amour de sa femme et de sa fille. Quand Liam rentre chez lui après sa journée, sa femme Mika le salue et lui demande des nouvelles de leur fille Kanami. Sa femme lui explique que Kanami est déjà endormie, mais qu'elle a réclamé un chien toute la journée. Il semble qu'après avoir vu un Shiba chez son ami il n'y a pas si longtemps, elle ne puisse plus s'empêcher d'y penser. Liam n'est pas sûr qu'il puisse gérer le coup d'un chien pour l'instant, mais après avoir jeté un coup d'œil à sa fille endormie, il se dit que ça pourrait en valoir la peine si avoir un chien rendait Konami heureuse. Même si cela signifie faire des heures supplémentaires pendant quelques semaines, il est prêt à y réfléchir sérieusement. Le lendemain, il emmène Konami dans une animalerie pour lui prendre un chien. Et elle semble sincèrement ravie. Mika est honnêtement surprise que Liam ait accepté l'idée, considérant que cela n'ajouterait que plus de responsabilités à son emploi du temps déjà chargé. Mais cela ne le dérange pas. Il est convaincu que tant que sa femme et sa fille sont heureuses, il peut affronter tous les obstacles qui se présentent à lui. Mais il s'est avéré qu'il s'était complètement trompé. Le lendemain au travail, le patron de Liam lui crie dessus pour ne pas avoir soumis un rapport à temps. Liam souligne qu'il a en fait envoyé le rapport jeudi, mais son patron était en boîte ce jour-là, s'amusant, alors il manqua le message. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il réussit toujours à rejeter la faute sur Liam. Le travail n'est rien de moins qu'une lutte quotidienne pour Liam. Qu'il s'agisse de son patron négligent ou de ses subordonnés irrespectueux, il n'hésite jamais à s'attribuer le mérite de son travail acharné, tout en le blâmant pour des erreurs qu'il n'a même pas commises. Sa vie professionnelle est un pur chaos, pourtant peu importe à quel point la journée est difficile, rentrer chez lui auprès de sa femme et de sa fille lui donne juste assez de force pour continuer. Cependant, le lendemain, alors que Liam prend le train pour le travail, il reçoit un message de son ami Nida. Nida lui parle du nouveau jeu vidéo à venir et lui demande s'il peut l'aider à en acheter un pour lui. Liam ne peut s'empêcher de rire de l'obsession de Nida pour les jeux vidéo, mais en bon ami, il accepte d'aller en chercher un. Il descend du train et ouvre sa carte GPS pour localiser le magasin. Mais comme il ne connaît pas bien la région, il finit par se perdre. Alors qu'il regarde autour de lui, espérant apercevoir le magasin, quelque chose d'inattendu attire son regard. Sa femme est à un rendez-vous avec un homme qu'il ne connaît pas. Au début, Liam n'arrive pas à croire ce qu'il voit, d'autant plus que Mika lui avait dit qu'elle emmenait Kanami au club de sport aujourd'hui, mais elle ne l'a jamais fait. Ce soir-là, Liam rentre du travail et demande nonchalamment à Mika comment s'est passée sa journée. Sa femme, lui disant qu'elle n'a emmené Kanami qu'à l'entraînement d'escrime, et rien de plus. Liam manque de confesser qu'il l'a aperçu à ce qui ressemblait à un rendez-vous, mais finalement, il joue le jeu, agissant comme si tout était normal. L'idée de briser leur vie de famille heureuse est tout simplement trop lourde à porter. Alors il commence à douter de lui-même. Peut-être a-t-il mal interprété ce qu'il a vu. Sûrement, Mika ne le trahirait jamais de cette façon. Ayant besoin de temps pour réfléchir, Liam décide de s'éloigner un moment. Il tente de mettre son ordinateur en veille, mais pour une raison quelconque, il ne coopère pas, ne lui laissant d'autre choix que de l'éteindre complètement jusqu'à son retour. Alors qu'il marche à travers la ville, ses pieds le ramènent au même endroit où il avait vu sa femme à un rendez-vous la veille. Cette fois, l'endroit est vide, et une vague de soulagement l'envahit lorsqu'il confirme qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Mais ce sentiment éphémère de soulagement disparaît au moment où il entend Mika parler au téléphone avec l'homme qu'il soupçonne d'être son amant. À son horreur, elle a même amené Konami avec elle. Liam s'accroche à l'espoir désespéré que peut-être, juste peut-être, ce gars n'est rien de plus qu'un ami proche. Mais ensuite, Konami l'appelle papa, et à cet instant, tout son monde s'effondre. Stupéfait, il retourne au travail, se forçant à croire qu'il doit y avoir une explication. Peut-être est-ce juste un ami très dévoué qui prétend être le père de Kanami quand il n'est pas là. Sûrement sa femme ne le trahirait pas comme ça. À ce moment précis, son patron s'approche et commence à crier sur Liam pour avoir flâné. Alors Liam lui dit qu'il attend simplement que son ordinateur démarre. Il a eu des problèmes avec le mode veille dernièrement, et pour des raisons de sécurité, Liam doit l'éteindre complètement chaque fois qu'il fait une pause. Mais au lieu de comprendre, son patron crie encore plus fort et lui dit qu'il devrait simplement arrêter de prendre des pauses tout court. Juste à ce moment-là, il reçoit un appel de Mika qui lui dit que Kanami a eu un accident. Paniqué, Liam se précipite directement à l'hôpital. Quand il arrive, Liam demande immédiatement à Mika où se trouve Kanami. Elle l'informe que leur fille a déjà été emmenée en salle d'opération. À ce moment-là, un médecin sort et demande s'ils sont les parents de Konami. Après qu'ils aient tous deux confirmé, le médecin explique que leur fille a besoin d'une transfusion sanguine. Donc l'un d'eux devra donner du sang et demande quels sont leurs groupes sanguins. Liam déclare que son groupe sanguin est AB positif,
tandis que Mika confirme que le sien est O positif. En entendant cela, le médecin demande immédiatement à Mika de l'accompagner en salle d'opération pour la transfusion. Confus, Liam demande pourquoi il ne peut pas être le donneur à la place. Le médecin clarifie alors que puisque Kanami a du sang de groupe O, le sang AB positif de Liam serait incompatible avec le sien. Pendant que la chirurgie est en cours, Liam fait quelques recherches et découvre qu'il est biologiquement impossible pour Kanami d'avoir un groupe sanguin O s'il est AB. Donc la seule conclusion logique est qu'elle n'est pas réellement sa fille. Liam atteint son point de rupture. Il se tourne finalement vers Mika et exige la vérité. Kanami est-elle vraiment sa fille? Mais au lieu de répondre, Mika retourne la situation, rejetant l'accusation sur lui. Elle prétend que c'est elle qui devrait être furieuse, insistant sur le fait qu'il ne s'est jamais vraiment soucié de leur famille. Elle affirme qu'il n'est jamais là. Alors Liam clarifie que c'est parce qu'il doit toujours travailler tard. Mais Mika ne veut rien entendre. Elle insiste sur le fait que le travail de Liam est inutile puisqu'il ne reçoit jamais d'augmentation ni de promotion, ce qui signifie qu'il ne peut pas lui offrir la vie qu'elle désire. Liam est stupéfait par ces paroles, mais Mika continue, criant que pendant leurs 10 ans de mariage, elle l'a à peine vu, la forçant à élever Konami entièrement seule. Bien sûr, elle choisit d'ignorer le fait que Konami n'est même pas l'enfant de Liam. Elle dit à Liam qu'il n'a jamais vraiment fait partie de cette famille et annonce qu'elle prend Konami et s'en va. Liam lui demande où elle pense aller, mais Mika ne répond pas. Au lieu de cela, elle va directement à la porte de Konami, lui disant qu'elle parte. Liam tente de la retenir. Mais Mika se dégage brusquement, le laissant frénétique. Il crie qu'il a toujours fait de son mieux pour Kanami et la supplie de ne pas l'abandonner, mais Kanami dit froidement qu'elle préfère son autre papa. Et à ce moment-là, tout espoir le quitte. Le lendemain, Liam se présente au travail, toujours le cœur brisé par la trahison de sa famille. Mais les choses prennent une tournure encore pire lorsque son patron l'appelle et l'accuse de détournement de fonds de l'entreprise. Liam insiste qu'il ne l'a pas fait. Mais le patron a des preuves. 50 000 yens transférés vers un compte inconnu, et les journaux de transaction remontent tous à l'ordinateur de Liam. Sur ce, il est immédiatement licencié. Après que Liam ait perdu son emploi, Mika a pris cela comme l'excuse parfaite pour demander le divorce et même aller jusqu'à le poursuivre en justice pour une pension alimentaire, malgré le fait que Kanami n'est même pas sa fille biologique. Pour éviter d'aller en prison pour les accusations de détournement de fonds, Liam a accepté de rembourser les 50 000 yens en prenant un emploi d'ouvrier du bâtiment. Sa vie semble pratiquement finie maintenant, et la seule lueur de bonheur à laquelle il s'accroche encore vient des messages de Nida qui lui parlent du dernier épisode de leur émission préférée. Liam commence à taper qu'il aimerait le regarder ensemble. Mais ensuite, il efface le message. Trop honteux de laisser Nida voir à quel point sa vie est brisée, il essaie de garder espoir, croyant que s'il continue à travailler dur, les choses finiront par s'améliorer, mais ensuite, pendant sa pause déjeuner, il se met soudainement à tousser du sang. Plus tard cette nuit-là, il a du mal à dormir car la quinte de toux sanglante ne fait qu'empirer et la dure réalité le frappe. Il ne peut même pas se permettre de voir un médecin. Sans aucun moyen d'obtenir un traitement, il n'a d'autre choix que de rester au lit et d'attendre la fin inévitable. Mais juste au moment où la vie commence à s'échapper de son corps, une lumière mystérieuse apparaît au-dessus de lui et commence à lui montrer une série de visions. Dans ces visions, il voit la vérité. C'était en fait son patron qui avait détourné les 50 000 yens en utilisant l'ordinateur de Liam. Et pour aggraver les choses, ce même patron était celui avec qui Mika le trompait depuis le début. Tout ce que Mika avait dit auparavant sur le fait de se sentir négligé s'avère être une pure invention. Elle avait toujours considéré Liam comme rien de plus qu'un ver pathétique qu'elle pouvait exploiter pour de l'argent. En fait, elle avait été impliquée dans tout le stratagème visant à le piéger pour les fonds manquants de l'entreprise. Liam est dévasté et a du mal à accepter que ce qu'il voit puisse réellement être vrai. Mais alors un homme mystérieux apparaît et confirme que tout est vrai. Il regarde Liam dans les yeux et lui demande s'il va vraiment les laisser s'en tirer avec une trahison aussi vile, et Liam, ayant finalement atteint son point de rupture, jure de leur faire payer tout ce qu'ils ont fait, même si c'est la dernière chose qu'ils fassent. L'homme est clairement satisfait de la fureur brute qui émane maintenant de Liam, disant qu'il est content d'avoir décidé de passer, mais il n'a jamais donné son nom. Alors Liam demande qui il est censé être et pourquoi il est ces mêmes-là. L'homme explique qu'il s'est simplement intéressé à Liam parce que c'est une personne vraiment bonne, mais Liam n'est pas impressionné. Être un homme bon ne lui a rien apporté au final. S'il avait la chance de tout recommencer, il ne vivrait que pour lui-même, plaçant ses propres besoins au-dessus de ceux de tous les autres. En entendant cela, l'homme sourit avec satisfaction et révèle la vraie raison de sa présence. Il offre à Liam la chance de recommencer dans un autre monde. Tout ce que Liam a à faire est de choisir dans quel monde il veut être réincarné.
Cela pourrait simplement être une hallucination qu'il éprouve sur son lit de mort, mais si on lui offre vraiment la chance de choisir un nouveau monde, alors il veut que ça en vaille la peine. Il se souvient que Nita avait mentionné un autre monde, et il y en a un avec des robots et des cuirassés spatiaux. S'il choisit cette voie, il entrera dans un monde où la technologie avancée et la magie arcanique s'entrechoquent, un royaume régi par les caprices des rois et des aristocrates, mais le pouvoir favorise les privilégiés. Et il n'y a aucune garantie de statut. Pour ce que Liam en sait, il pourrait se réveiller comme un humble ouvrier agricole, enchaîné à la terre tandis que des dirigeables survolent et que des nobles dictent son destin. Mais parce que l'homme l'apprécie, il dit à Liam qu'il le réincarnera en fils d'un comte qui gouverne une planète entière, juste pour améliorer un peu les choses pour lui. En entendant cela, Liam est soulagé que sa prochaine vie soit une amélioration par rapport à sa vie actuelle. Alors, dans son dernier souffle, il signe le contrat du type de glace et son âme est transportée vers le nouveau monde. Sur la planète Hydra, aujourd'hui marque le 5e anniversaire de Liam, et pour célébrer, sa mère a organisé une fête en son honneur. Elle a également un cadeau spécial préparé pour lui, alors elle demande à Liam de la suivre. Activant un sort de lévitation sous ses pieds, elle se met en mouvement, et quand ils arrivent dans la pièce suivante, ils découvrent un gâteau gigantesque à côté d'une énorme boîte. Excité, Liam déchire son cadeau pour y trouver un cube à l'intérieur. Sa mère explique ensuite que c'est l'outil de personnalisation de personnages pour sa propre femme de chambre IA. Avec cette télécommande, il peut choisir toutes les caractéristiques qu'il désire pour la femme de chambre, et une fois sélectionné, le design sera envoyé à une entreprise de fabrication pour production. Parmi les options personnalisables figurent les oreilles, la bouche et diverses autres parties du corps. Liam demande pourquoi elle donnerait quelque chose comme ça à un enfant de 5 ans, mais elle insiste sur le fait que c'est très important. À ce moment-là, son père s'approche et dit qu'il a aussi un cadeau spécial pour Liam. Le domaine entier de Banfield. Liam est stupéfait d'entendre que son père est réellement prêt à transmettre tout le domaine à quelqu'un de son âge. Il demande si son père est vraiment sérieux quant à le nommer nouveau comte, et son père le confirme. Cependant, il y a juste une petite condition que Liam doit accepter d'abord. Une fois qu'il aura cédé le domaine, il veut déménager sur la planète impériale avec sa femme et profiter d'une vie paisible. Alors il dit à Liam que pour recevoir le domaine, il devra accepter de lui verser une allocation mensuelle. Liam est tellement obsédé par l'idée du pouvoir qu'il ne remarque pas à quel point il est étrange que son père cède volontairement tout à un véritable enfant. Alors quand son père lui présente un contrat à signer, Liam ne prend même pas la peine de le lire. Il signe. Une fois la signature terminée, son père prend le contrat et annonce que lui et sa femme vont maintenant partir. Pourtant, Liam ne comprend toujours pas qu'il a probablement été dupé, choisissant d'ignorer les détails suspects. Il se concentre plutôt sur le fait qu'il est maintenant officiellement comte, et il a bien l'intention d'exploiter cette autorité pour s'assurer que personne ne puisse plus jamais profiter de lui. Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'aide de ce type, alors il lui est incroyablement reconnaissant. Mais la vérité est que Liam n'aurait vraiment pas dû faire confiance à quelqu'un qui se nourrit littéralement de la misère et de la douleur. Juste après que Liam soit envoyé dans l'autre monde, l'homme décide de semer un peu plus de souffrance avant de retourner dans son propre royaume. Il se tourne vers Mika et le patron de Liam, qui sont toujours ensemble et rient au restaurant. Le patron de Liam plaisante en disant qu'il se sent un peu coupable d'avoir complètement ruiné la vie de Liam de cette façon. Cependant, Mika répond qu'elle ne ressent aucune pitié pour lui. À ses yeux, il mérite totalement de pourrir pour avoir gâché 10 ans de sa vie. Soudain, un groupe de policiers encercle le patron et l'informe qu'il est en état d'arrestation. Il essaie de soutenir qu'il doit y avoir une sorte de malentendu, mais les agents ont déjà examiné les images de surveillance, le montrant en train de piéger Liam pour le détournement de fonds. Avec cette preuve, ils sont prêts à l'envoyer derrière les barreaux pour une longue période. Et avec son riche bienfaiteur maintenant en prison, Mika ne recevra plus aucun soutien financier, la laissant complètement misérable. Pendant ce temps, le guide se délecte du chaos et de la douleur qu'il a réussi à créer. Maintenant, la seule chose qui reste est de transférer l'âme de Liam dans l'autre monde, et le guide prévoit de s'assurer que Liam y subisse encore plus de souffrances qu'il n'en a jamais connues ici. Il a hâte de se délecter de chaque once du désespoir de Liam une fois qu'il aura compris à quel point sa nouvelle vie sera terrible. Et puisque les gens dans ce monde vivent beaucoup plus longtemps, Liam va être coincé à endurer cette misère pendant des siècles à venir. Pendant ce temps, dans le nouveau monde, une planète est assaillie par les pirates fantômes. Juste au moment où leur capitaine croit la victoire à portée de main, plusieurs de ses membres d'équipage explosent, soudainement. Et au milieu de la confusion, il remarque la princesse chevalier de Libe planant dans les airs. En tant que première princesse du Saint Royaume de Libe, Christiana est une guerrière formidable, et dès qu'elle entre dans la mêlée,
les pirates commencent à tomber rapidement. Grâce à son intervention, l'armée de Libe prend de l'élan, forçant les pirates à battre en retraite. Cependant, même en fuyant, Christiana ordonne à ses troupes de poursuivre l'attaque. Ils doivent donner à ces pirates imprudents une leçon qu'ils n'oublieront pas. Pendant ce temps, ailleurs, Liam vient de recevoir sa nouvelle IA, et il est absolument ravi. Ce qu'il n'avait pas anticipé, cependant, c'est qu'elle arriverait emballée à l'intérieur d'une poupée. Son majordome explique que tout ce que Liam a à faire est de toucher l'emballage pour l'ouvrir. Suivant l'instruction, Liam fait exactement cela, et la femme de chambre atterrit gracieusement sur le sol. Elle se présente comme Amagi, et le majordome informe Liam qu'à partir d'aujourd'hui, elle agira comme son assistante personnelle. Il mentionne également que si Amagi nécessitera un entretien hebdomadaire, en dehors de cela, elle sera disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour répondre à tous les besoins de Liam. Mais Liam n'a pas prêté attention depuis un moment maintenant. Alors qu'il est complètement concentré sur l'examen des atouts, le majordome lui demande ce qu'il fait. Et Liam répond qu'il s'assure simplement que l'entreprise de fabrication a bien suivi toutes les demandes de personnalisation qu'il a faites. Malgré cela, le majordome le prévient que ce genre de comportement n'est pas approprié devant les autres. En réponse, Liam demande à Amagi de le suivre dans sa chambre afin qu'il puisse inspecter attentivement chaque partie de son corps, laissant le majordome profondément préoccupé par la pureté de Liam. Quelques heures plus tard, Liam profite d'un massage des épaules d'Amagi lorsque le majordome entre et demande ce qui s'est exactement passé dans la pièce. Mais Liam balaye la question, lui disant de ne pas s'en inquiéter. Il a peut-être l'air d'avoir 5 ans, mais son esprit en a en fait 36. Malgré cela, le majordome souligne que 36 ans, c'est encore un enfant dans ce monde. Liam est complètement sidéré par cela. Alors Amagi intervient pour expliquer que l'espérance de vie moyenne ici est d'environ 600 ans, et que les gens ne sont même pas considérés comme des adultes avant d'atteindre environ 100 ans. Liam ignorait complètement que les durées de vie dans cet endroit étaient si prolongées, mais cela le remplit de joie. Après tout, une longue vie signifie qu'il aura amplement le temps d'explorer d'innombrables expériences, et avoir Amagi à ses côtés, à travers tout cela, cela rend les choses encore meilleures. Le majordome de Liam le met en garde, se rapprocher trop d'Amagi n'est pas une sage décision, car l'Empire nourrit généralement une haine profonde envers les IA. Si les gens le voyaient être trop amical avec une IA, cela pourrait déclencher des rumeurs troublantes. Liam ne voit pas pourquoi quelqu'un détesterait les IA, alors il demande au majordome d'expliquer. Le majordome lui raconte qu'il y a longtemps, l'humanité a failli être anéantie lors d'une guerre massive contre les IA. Les humains ont été réduits en esclavage et menés au bord de l'extinction. Mais en cette ère sombre, un groupe courageux s'est levé, a riposté contre les machines IA et a reconquis la liberté pour l'humanité. Ces mêmes héros ont ensuite fondé l'Empire, ce qui explique pourquoi sa classe noble nourrit un tel ressentiment envers les IA. Mais si c'est vraiment le cas, alors pourquoi sa mère lui aurait-elle offert un robot IA pour son anniversaire? Le majordome admet qu'il avait reçu l'ordre de garder le secret. Mais puisque Liam est maintenant le nouveau comte, il ordonne au majordome de révéler la vérité. À contre-cœur, le majordome révèle que les parents de Liam l'ont abandonné et se sont enfuis. Liam exige de savoir ce qu'ils fuyaient, et le majordome clarifie. Ils avaient déchargé l'énorme dette de la famille Banfield sur les épaules de Liam afin de ne pas avoir à y faire face eux-mêmes. Le grand-père de Liam, Alastair, était un grand homme qui a accompli beaucoup de choses et a fait la réputation de la famille Banfield. Mais le père de Liam était un bon à rien. Alors il a pris le contrôle de la famille Banfield et a tout mené droit à la ruine. Maintenant, la famille Banfield doit 1 tonne d'argent et a perdu les droits sur toutes les ressources cultivables de leur planète frontière. De plus, leurs industries ont périclité. Il n'y a donc presque plus de recettes fiscales, ce qui signifie qu'ils ne pourront jamais rembourser la dette. Ailleurs, sur la planète Hydra, quelques habitants sont rassemblés dans un bar. Discutant de la façon dont leur nouveau seigneur n'est soi-disant qu'un enfant de 5 ans, l'un des hommes commence à se plaindre de la façon dont il déteste vivre ici. Il se rappelle la dernière fois qu'un nouveau seigneur a pris le pouvoir, des impôts exorbitants sans raison. Pour l'instant, ils ne peuvent qu'espérer que cette fois-ci, tout se déroulera plus sereinement. Pendant ce temps, Liam peine à saisir la situation. Si le domaine Barnfield est si pauvre depuis si longtemps, pourquoi ses parents ont-ils soudainement décidé de faire peser ce fardeau sur leur fils de 5 ans? Mais il réalise alors qu'ils l'ont sûrement mis au monde spécifiquement pour lui refiler leurs dettes. Dans sa vie antérieure, Liam a été maltraité, exploité et jeté comme du papier toilette usagé. Mais il se promet que la même chose ne se reproduira pas dans ce monde. Il se tourne vers Amagi et lui demande de s'allier à lui pour assurer son avenir. Et Amagi est plus que prête à l'aider de toutes les manières possibles. Après tout, Liam lui a donné un sens à sa vie. Liam est soulagé d'avoir enfin quelqu'un en qui il peut avoir une confiance totale
et il a vraiment hâte de construire un avenir aux côtés d'Amagi. Mais avant cela, il décide de lui donner les 3 lois de la robotique qui assureront la sécurité de l'humanité. La première loi est qu'Amagi n'est pas autorisé à causer du tort à un être humain. Puis Liam y réfléchit et réalise qu'il ne se soucie d'aucun autre être humain. Il décide donc d'opter pour un ensemble de lois différents. Pour commencer, il déclare qu'Amagi a l'interdiction de faire quoi que ce soit qui pourrait lui nuire. Ensuite, elle doit suivre tous les ordres de Liam, à moins que ces ordres n'aillent à l'encontre de la première règle. Et enfin, elle doit assurer sa propre protection à tout moment, tant que cela ne contredit ni la première ni la deuxième règle. Ceci étant réglé, Liam informe Amagi qu'il a l'intention de restaurer la prospérité du domaine de Benfield et lui demande si elle a des suggestions pour y parvenir. Amagi effectue rapidement une recherche et formule bientôt une idée, mais avant de la partager avec Liam, elle le prévient qu'en tant que robot IA, ses propositions pourraient ne pas correspondre aux valeurs de l'Empire. Néanmoins, elle l'assure qu'elle est tout à fait capable de fournir un soutien administratif pour l'aider dans sa gouvernance. Le problème est que Liam ne connaît presque rien de ce monde. Alors Amagi lui propose d'utiliser une capsule d'éducation. C'est un appareil unique capable d'implanter une décennie de connaissances directement dans son esprit en seulement 6 mois. Et comme avantage supplémentaire, il améliore même sa condition physique pendant le processus. Liam convient que c'est un plan solide, mais comme quelqu'un doit superviser le domaine de Benfield pendant qu'il est à l'intérieur, il accorde à Amagi un contrôle administratif temporaire pour gérer les affaires en son absence. Brian proteste, n'appréciant pas que Liam confie le domaine entier à un robot. Mais Liam le rassure, aucun problème, Amagi ne ferait jamais rien de mal, sauf s'il le lui ordonnait expressément. De plus, aucune loi n'interdit à un robot de gérer temporairement un domaine, il a donc décidé de tout lui confier pour le moment. La capsule d'éducation étant maintenant prête, Liam se prépare à commencer la procédure. Mais avant d'entrer, il a une dernière question. Il se demande si elle est capable de ressentir des émotions, ou du moins quelque chose qui y ressemble. Amagi admet qu'elle ne peut pas le dire avec certitude, mais quand Liam l'a invité à travailler à ses côtés, ses systèmes ont enregistré un débordement de mémoire cache, ou pour le dire plus simplement, cela l'a rendue heureuse. Satisfait de sa réponse, Liam réaffirme qu'il confie tout aux soins d'Amagi alors qu'il entre dans la capsule d'éducation. Après un certain temps, le module d'éducation s'ouvre enfin et Amagi est celle qui l'accueille. Il lui demande ensuite combien de temps s'est écoulé depuis qu'il est entré dans la capsule et Amagi lui dit que cela fait 2 ans. Après s'être habillé, Liam écoute Amagi exposer la situation économique actuelle du territoire de Benfield et tout semble s'être bien passé. Poussant Liam à la remercier pour tous les efforts qu'elle a fournis, Liam mentionne qu'il veut jeter un coup d'œil au territoire. Amagi choisit donc de lui montrer d'abord les quais des cuirassés. C'est en fait la première fois que Liam voit le territoire de ses propres yeux et il trouve les combinaisons de combat particulièrement fascinantes. Curieux, il demande à Amagi s'il peut essayer d'en piloter une, et elle est plus qu'heureuse de lui organiser un test. Elle explique que l'armure gère les mouvements de base automatiquement. Tout ce que Liam a à faire est d'imaginer l'action qu'il veut entreprendre, et la combinaison l'exécutera. Il décide d'essayer, et une fois les systèmes de la combinaison activés, Liam constate qu'il peut se déplacer librement à l'intérieur. Exprimant son désir de la tester au combat, Liam est surpris quand Amagi lui dit qu'elle peut lui organiser une bataille simulée. Peu après, Mishida, le chef de la force de défense de la planète, arrive pour s'entraîner avec Liam. Au moment où le match commence, Liam se précipite et frappe Mashita. Bien que Mashita bloque le coup, il joue le jeu et fait comme s'il avait été vaincu. Mashita n'est pas le meilleur acteur, alors Liam réalise rapidement qu'il se retient et il n'en est pas content. Il ordonne à Mashita de le combattre pour de vrai. Et en tant qu'ordre direct de son seigneur, Mashita n'a d'autre choix que d'obéir. Lorsque Liam attaque à nouveau, Mashita saisit son épée, le désarme sans effort et le projette au sol. Étonné de la facilité avec laquelle il a perdu, Liam peine à comprendre. Amagi clarifie alors que les mouvements de la combinaison dépendent entièrement de la visualisation mentale de l'utilisateur, ce qui signifie que les combattants chevronnés comme Mashita, avec des années d'expérience au combat, ont un contrôle bien supérieur. À cause de cette défaite embarrassante, Liam ordonne à Brian de lui trouver un instructeur de combat immédiatement. Brian tente de le persuader qu'il n'a pas vraiment besoin d'apprendre à se battre. Mais Liam est ferme dans sa décision et refuse toute objection. Dans sa vie antérieure, il était constamment rabaissé par ceux qui détenaient plus de pouvoir. Donc s'il a l'intention de vivre comme un seigneur maléfique dans ce monde, il doit devenir fort. Quelque temps plus tard, Liam rencontre un homme nommé Yasushi. Liam est ravi,
pensant que Yasushi a l'air incroyablement cool. Il se présente donc et exprime son désir que Yasushi soit son instructeur. Yasushi accepte d'assumer le rôle de professeur de Liam, mais Amagi a des doutes et pense qu'engager Yasushi pourrait ne pas être judicieux. Comme il dégage une aura suspecte, Liam ne conteste pas que Yasushi semble suspect. Mais comme il se comporte comme un vrai samouraï, Liam est prêt à ignorer ses doutes. Si Liam croit que Yasushi ferait un instructeur compétent, Amagi sait qu'elle ne peut pas s'opposer à sa décision, bien qu'elle insiste pour qu'il confirme au moins les capacités de Yasushi d'abord. Suivant son conseil, Liam demande une démonstration rapide. Yasushi accepte volontiers et les guide vers une clairière forestière où il a déjà préparé plusieurs poteaux en bois pour l'entraînement. Avant de commencer, il informe Liam qu'il est sur le point de présenter sa technique secrète appelée la voie de l'éclair, et qu'il ne la réalisera plus jamais. Il est dit à Liam de faire très attention. Comprenant l'importance, Liam demande à Amagi de commencer l'enregistrement afin qu'il puisse le revoir plus tard. Yasushi se met alors en position, dégaine partiellement son épée et la referme. L'instant d'après, chaque pilier qui l'entoure est tranché net en deux. Liam est vraiment époustouflé par ce qu'il vient de voir. Un humain se déplaçant aussi vite ne devrait même pas être possible. Il demande donc à Amagi de rejouer l'enregistrement au ralenti pour voir exactement comment Yasushi a réussi. Mais alors qu'ils examinent les images, peu importe à quel point Amagi les ralentit, il n'y a aucune indication que Yasushi ait réellement tiré son épée. Liam pense que Yasushi devait se déplacer si vite que les caméras n'ont pas pu le capturer, ce qui ne fait que renforcer sa conviction que Yasushi est incroyable, et il demande avec enthousiasme à devenir son disciple. Cette même nuit, Yasushi retourne à la clairière avec les piliers, riant en lui-même que Liam ait vraiment cru à la mise en scène. Tout le spectacle n'était qu'un tour bon marché. Il avait précoupé les piliers pour qu'ils s'effondrent au bon moment. Maintenant, grâce à ce petit coup de bluff, il s'est assuré un salaire facile de Liam sans avoir à lever le petit doigt. Au même moment, la princesse est en route pour rencontrer les pirates Goes afin de négocier un éventuel accord de paix. Alors que Goes avait été celui qui avait suggéré une trêve, au moment où elle arrive, il ricane qu'elle était stupide de venir seule. Christiana riposte, précisant qu'elle n'est pas arrivée sans précaution. Si Goes fait le moindre mouvement hostile, toute la flotte de l'Alliance en attente réduira son vaisseau en débris cosmiques. C'était censé être une démonstration de force, mais Goes n'est pas intimidé, car il sait que l'Alliance le soutient en réalité. À ce moment précis, Christiana reçoit un rapport indiquant que des pirates ont encerclé sa planète natale, et elle est complètement déconcertée par cela. Il n'y a aucune chance que les pirates aient pu franchir la ligne de défense de sa planète. C'est alors que Goes révèle que l'alliance qu'elle a bâtie n'est pas exactement sans faille, et que certains de ses membres étaient plus que disposés à la trahir une fois qu'il leur a fait une offre. À ce moment-là, l'équipage de Christiana l'alerte que chaque vaisseau de l'alliance a pointé ses canons sur le leur. Elle est sous le choc, incapable de croire que Go a vraiment réussi à retourner ses propres forces contre elle. Mais maintenant, sans autre option, elle est forcée d'écouter les exigences de Go. Pendant ce temps, de retour sur le monde de Liam, il s'entraîne sous la direction de Yasushi, et est complètement épuisé. Peu importe les efforts qu'il déploie, il ne parvient toujours pas à utiliser la voie de l'éclair. Il se tourne vers Amagi et lui demande s'il y a un moyen d'apprendre la technique. Mais comme elle est une femme de chambre, elle n'en a pas vraiment beaucoup de connaissances. Au cours des 3 dernières années, Yasushi n'a fait pratiquer à Liam que les fondamentaux de l'escrime. Mais Liam commence à se lasser de la répétition. Du côté positif, puisque Liam a tout maîtrisé, Amagi dit que sa capacité de combat est bien meilleure qu'avant. Mais Liam ne s'en soucie pas. Ce qu'il veut, c'est un mouvement spectaculaire qui aura l'air cool quand il le fera. Cette nuit-là, Yasushi est dans sa chambre, lisant des mangas comme toujours étonné d'avoir décroché un emploi aussi incroyable. Bien que Yasushi soit effectivement un escroc, il a quelques connaissances en escrime. Ainsi, au cours des 3 dernières années, tout ce qu'il a vraiment fait, c'est montrer à Liam quelques techniques de base, et il a gagné une somme d'argent ridicule pour cela. Il espère que ce travail facile ne se terminera jamais, mais juste à ce moment-là, Liam entre et demande à Yasushi de lui enseigner la voie de l'éclair. Yasushi dit immédiatement qu'il démissionne. Il invente une excuse et rappelle à Liam qu'il avait dit qu'il ne démontrerait la technique de la voie de l'éclair qu'une seule fois. Donc s'il n'est pas satisfait de cela, il n'y a aucune raison que Yasushi reste ici comme son professeur. Liam baisse immédiatement la tête et commence à supplier Yasushi de lui pardonner d'être si insolent, et Yasushi dit qu'il lui pardonnera cette fois, mais qu'il ferait mieux de ne pas refaire la même erreur. Dès que Liam sort de la pièce, Yasushi pousse un soupir de soulagement, ayant craint que Liam n'ait découvert qu'il était un imposteur total. Il n'y a absolument aucun moyen qu'il puisse enseigner à Liam la voie de l'éclair, alors qu'il ne sait même pas comment cela fonctionne. Juste à ce moment-là,
Liam réapparaît, et Yasushi panique une seconde, pensant qu'il l'avait peut-être entendu. Mais Liam est simplement revenu pour dire qu'il avait quelque chose à régler demain et qu'il ne pourrait pas s'entraîner. Pendant ce temps, Christiana a été capturée par les pirates Goes et est maintenant détenue dans les quartiers du capitaine Goes. Elle exige de savoir ce qu'il compte faire d'elle. Et Goes explique nonchalamment qu'il voulait simplement lui offrir la meilleure vue de la maison. Au début, Christiana ne comprend pas son sens, jusqu'à ce que Goes ordonne à toute sa flotte de pointer ses armes directement sur sa planète natale. L'horrible réalisation la frappe, et elle supplie désespérément Goes d'annuler l'attaque, mais c'est inutile. D'un ordre froid, il signale à son équipage de tirer, et Christiana ne peut rien faire d'autre que regarder avec horreur sa planète être anéantie sous ses yeux. De retour sur la planète de Liam, il est toujours frustré de ne pas avoir encore pu apprendre la voie de l'éclair. Mais il doit encore s'acquitter de ses devoirs de seigneur, alors il demande à Amagi de lui donner le rapport mensuel. Amagi lui montre des graphiques détaillant l'état économique actuel de la planète, et bien que la dette massive reste inchangée, les secteurs de production ont connu une croissance constante. Liam est satisfait d'avoir confié la gouvernance à Amagi, car elle gère clairement bien les choses. Mais Amagi souligne que le taux de croissance est en fait beaucoup plus lent qu'elle ne l'avait anticipé. Ils ont investi des ressources substantielles dans des initiatives comme le programme de bien-être. Pourtant, les rendements qu'ils constatent sont bien inférieurs à ce qu'ils devraient être. Compte tenu du budget et du temps écoulé, Liam demande à voir les rapports financiers du programme de bien-être, et toutes ces années de comptabilité portent enfin leurs fruits, car il peut immédiatement voir le problème. Il dit à Amagi de convoquer l'homme en charge du programme de bien-être, et quelques minutes plus tard, cet homme apparaît. Liam ne perd pas de temps, et dit à l'homme que s'il a une excuse, il ferait mieux de la dire maintenant. Le noble tente de faire l'idiot, mais Liam sait très bien qu'il a détourné de l'argent du programme de bien-être. Il pensait pouvoir le cacher avec quelques ajustements astucieux de facture, mais Liam a passé suffisamment de temps à examiner les dossiers financiers pour sentir instantanément que quelque chose ne va pas. Et pour aggraver les choses, le noble a changé de fournisseur pour le projet, alors Liam le presse d'expliquer pourquoi. Le noble essaye de prétendre que l'autre fournisseur est meilleur, mais si c'était le cas, alors le programme de bien-être irait beaucoup mieux que cela. Il est évident que le noble est aussi corrompu que possible, mais Liam n'est honnêtement même pas si en colère. Après tout, il est venu dans ce monde parce qu'il voulait devenir un seigneur maléfique, il doit donc apprendre à profiter de sa position comme cela aussi. Juste à ce moment-là, Amagi fait savoir à Liam qu'une affaire de détournement de fonds avait été ouverte contre le noble, et Liam est surpris d'apprendre que le noble a été pris mais a quand même conservé sa position. Mais le noble explique que l'enquête a été close, après qu'il a été découvert que le vrai coupable était en fait l'un de ses subordonnés. Liam demande à Amagi si c'est vrai, et elle le confirme, mais aucune preuve réelle n'a jamais été présentée pour étayer l'affirmation que le subordonné était à blâmer, et le noble a fait exécuter l'homme. Amagi connaît trop bien ce schéma, alors il accuse le noble d'avoir piégé son subordonné et de l'avoir fait tuer. Le noble essaie désespérément de tout nier, mais Liam peut dire que chaque mot qu'il prononce est un mensonge. Sans un mot, Liam prend son épée et commence à marcher lentement vers lui. À ce moment-là, le noble réalise que Liam ne va pas tomber dans le panneau. Alors il change de tactique et commence à plaider sa cause, affirmant que tous les autres nobles font la même chose. Donc, dans son esprit, il est tout à fait normal de détruire la vie des gens pour son propre bénéfice. En entendant ces mots, Liam dégaine son épée et se prépare à exécuter le noble. Mais Amagi intervient rapidement, le pressant d'arrêter. Le noble commence alors à crier, affirmant que Liam est trop jeune pour comprendre que c'est simplement ainsi que le monde fonctionne. Mais avant qu'il ne puisse dire un autre mot, Liam lui tranche la tête. Toujours enragé, Liam ordonne à Amagi d'enquêter sur chaque noble de la planète et d'exécuter tous ceux qui sont corrompus immédiatement, mais elle insiste sur le fait qu'il doit d'abord faire une pause. C'est la première fois que Liam prend une vie, et il est tellement submergé par les nerfs qu'il ne peut même pas lâcher son épée. Amagi l'aide doucement à desserrer sa main. Concernant son ordre précédent, elle explique qu'exécuter tous les nobles corrompus entraînerait de graves problèmes. Puisque presque tous les nobles sont corrompus, les tuer tous laisserait la planète sans personne pour gérer son administration. En guise de compromis, elle suggère qu'il prépare une sélection de poupées pour prendre en charge les rôles administratifs de la planète, et puisque Liam fait confiance à son jugement, il accepte. Quelque temps passe, et Liam retourne au quai de chargement. Ayant maintenant maîtrisé les fondamentaux de l'escrime, il se sent prêt à s'entraîner à nouveau dans une combinaison de combat. Mais juste au moment où il s'apprête à en enfiler une, Yasushi apparaît et l'avertit que se fier aux combinaisons automatisées standards l'empêchera à jamais de devenir un guerrier vraiment exceptionnel.
Alors Liam se tourne vers Michida et lui demande s'il pourrait y avoir une combinaison alternative disponible. Michida lui dit qu'il y en a une, mais qu'elle est entièrement manuelle et que presque personne n'a jamais été capable de la faire fonctionner. La raison pour laquelle Yasushi a eu cette idée était que Liam était en train de devenir un épéiste habile. Et si Liam maîtrisait un jour l'escrime, Yasushi perdrait son emploi d'escroc. Alors qu'il fouillait dans l'entrepôt, cherchant des choses à voler, il est tombé sur un vieux mec. C'est alors qu'il a décidé de piéger Liam pour qu'il l'utilise, sachant pertinemment qu'un enfant comme lui ne pourrait jamais le maîtriser. Et bien sûr, son plan a parfaitement fonctionné. Maintenant, Liam est entièrement dédié à l'entraînement avec le mec. En théorie, puisque le mec fonctionne entièrement manuellement, maîtriser son utilisation correcte pourrait donner à Liam un avantage sur chaque utilisateur de mec automatique dans la galaxie. Donc s'entraîner avec pourrait vraiment augmenter sa force. Mais d'abord, il doit trouver quelqu'un qui puisse le réparer. Brian est heureux que Liam soit si dévoué à son entraînement de mec, mais il ne comprend pas pourquoi Liam insiste pour commencer avec un modèle manuel si difficile à manipuler, et il est encore plus perplexe face au fait que Liam a passé les derniers jours à frapper sans relâche ce poteau. Brian demande à Liam ce qu'il fait. Alors Liam explique qu'il essaie simplement de recréer la technique secrète que Yasushi lui a démontrée. Peu importe le temps que cela prendra, il est déterminé à continuer à pratiquer jusqu'à ce qu'il la maîtrise complètement. Brian est sceptique quant à l'existence réelle de la technique, mais il sait qu'il n'a aucune chance de persuader Liam que Yasushi le trompe. Alors il le laisse simplement poursuivre ses désirs. Ce même jour, Amagi se rend au quai de chargement pour exécuter la demande de Liam. Elle soupçonne personnellement que Yasushi n'est qu'un imposteur. Mais comme Liam est déterminé à utiliser ce mec, elle s'engage à faire de son mieux pour le faciliter. Cependant, elle manque d'expertise pour gérer l'entretien elle-même, ils ont donc besoin d'un spécialiste pour s'en occuper. Le lendemain, Liam et Amagi se dirigent vers le port pour rencontrer Nias. Et dès que Nias remarque Amagi, elle commence à agir étrangement. Liam pense que quelqu'un de l'Empire serait repoussé par la vue d'un androïde, mais étonnamment, Nias semble vraiment ravie. Elle a une fixation inhabituelle sur les androïdes, et reconnaissant qu'Amagi est un modèle extrêmement avancé, elle est impatiente d'examiner chaque détail pour la recherche. Liam a fait exactement la même chose lorsqu'il a rencontré Amagi pour la première fois, mais voir quelqu'un d'autre le faire est juste gênant. Alors il dit à Nias d'arrêter. Plus tard, il l'emmène au hangar où le mec manuel est stocké et lui demande si elle peut le réparer. Mais Nias dit qu'il est pratiquement fini. Elle suggère qu'il ferait mieux d'acheter l'un des modèles plus récents, mais Liam refuse. Il est déterminé à utiliser ce mec spécifique. Nias l'avertit que les pièces de rechange pour ce modèle obsolète ne sont plus fabriquées, donc le restauré ne sera pas bon marché. Pourtant, Liam ne bronche pas. Il est prêt à payer tout ce qu'il faut pour que la machine soit à nouveau opérationnelle. Et pour Nias, ces mots sont comme de la musique à ses oreilles. Maintenant, elle peut lui facturer une fortune absolue pour les réparations. Et il ne se plaindra même pas. Mais il y a une autre question. Liam mentionne qu'il veut que le mec ait un coup de grâce. Nias ne sait pas ce qu'est censé être un coup de grâce. Alors Liam clarifie que c'est un mouvement stylé qu'il peut utiliser pour anéantir ses ennemis, comme un coup de poing propulsé. À cet instant, Yasushi entre dans la baie, et dès qu'il pose les yeux sur Nias, il est immédiatement sous le charme. Après s'être ressaisi, il tente d'agir calmement et de l'approcher, mais elle ne lui prête aucune attention, bien plus préoccupée à expliquer pourquoi un point propulsé est une idée absurde. Nias soutient que les propulseurs prendraient trop de place, et sacrifier délibérément sa main en plein combat est une idée épouvantable. Mais Liam trouve ça toujours génial, alors il demande à Nias de ne ménager aucune dépense pour équiper le robot d'un point propulsé. Les deux finissent par s'entendre, mais Yasushi est stupéfait que Nias semble préférer Liam à lui. C'est peut-être parce que Liam est vraiment séduisant. Tandis que Yasushi est un vieux samouraï poussiéreux, alors il canalise sa frustration en soumettant Liam à un entraînement éreintant, presque impossible. Yasushi force Liam à tenir en équilibre sur une bûche au milieu d'un lac, les yeux bandés, tout en lui tirant dessus avec des balles de tennis. Il divague sur le fait que cet exercice ouvrirait l'œil intérieur de Liam pour sentir les attaques sans les voir. Mais c'est du pur charabia. Pendant ce temps, après que Gus a pris le contrôle du vaisseau de Christiana, elle et tout son équipage ont été capturés. Goes ne se contente pas de les retenir prisonniers. Il prend un plaisir sadique à la narguer. Christiana exige de savoir ce que Gus compte faire d'elle, et il explique nonchalamment qu'il l'emmène sur sa planète au trésor pour l'ajouter à sa collection. Au début, elle suppose qu'il parle d'une sorte de chambre de plaisir tordue, mais la vérité se révèle bien plus dérangeante. Goel l'escorte de force à son laboratoire, où Christiana est confrontée à une vision grotesque. Cette masse de chair difforme était autrefois l'un de ses propres membres d'équipage. Après que Gus a livré la femme à son scientifique,
elle a été remodelée en quelque chose tout droit sorti d'un cauchemar. Goethe informe le scientifique que Christiana deviendra son nouvel animal de compagnie, et il a de nombreuses idées qu'il est impatient de tester sur elle en premier. Il a l'intention de lui arracher un œil et de l'implanter dans sa main. Ainsi, Christiana pourra être témoin de la défiguration de son corps au-delà de toute reconnaissance. Tout comme ses autres animaux, pendant que Christiana endure l'épreuve la plus douloureuse de sa vie, les choses sur la planète de Liam se déroulera plutôt bien. Sous la direction de Liam, l'économie s'est considérablement améliorée, laissant les habitants fous de joie. Ils n'avaient pas anticipé un tel succès, et ils sont impatients de voir ce que Liam fera ensuite pour améliorer la planète. À leur insu, Liam vient de dépenser une part substantielle du budget de la planète pour son mecha. Nias a enfin terminé de le restaurer à sa gloire d'antan, et elle est incroyablement fière des résultats obtenus. Pour cette raison, elle propose de montrer à Liam comment fonctionnent les commandes. À l'intérieur du mecha, la salle de contrôle a été agrandie pour assurer un plus grand confort, et une fois Liam solidement attaché, Nias démarre le moteur. Lorsque le mecha s'allume, il scanne instantanément Liam, l'enregistrant comme nouveau pilote, empêchant quiconque d'autre de l'utiliser. Liam est ravi de pouvoir enfin le tester, mais au moment où il prend les commandes, le mecha s'effondre. Nias souligne que ce mecha n'a aucune fonction d'auto-équilibrage, ce qui signifie que Liam doit le stabiliser manuellement à chaque pas. Normalement, ce serait un défi difficile, mais Liam s'y est préparé. Alors il reprend le contrôle du mecha et le redresse prudemment. Il commence ensuite à sortir progressivement du hangar, et Nias est stupéfaite par son habileté à le manier, d'autant plus que c'est la première fois qu'il l'opère. Pendant qu'il marche, elle dit à Liam que son imagination est incroyablement cruciale pour le fonctionnement de ce mecha. Plus l'image mentale est vive, plus les mouvements du mecha seront précis. Liam essaie de concentrer son imagination pour faire quelque chose de cool au mecha. Mais ensuite, ses yeux se sont posés sur la poitrine de Nias, et tout est parti en vrille à partir de là. Liam imagine maintenant très clairement ce que ce serait de toucher Nias de toutes les manières possibles, et le mecha reproduit ses mouvements juste devant tout le monde. Personne ne réalise que le mecha réagit simplement à l'imagination de Liam, alors ils sont tous complètement convaincus qu'il a des pensées inappropriées envers Nias en ce moment même. Yasushi est furieux à l'idée que Liam lui ait volé sa femme sous le nez. Mais Brian, lui, est en fait soulagé. Pendant ce temps, Liam essaie de trouver une explication pour empêcher Nias de penser qu'il est un pervers. Mais le mecha a déjà commencé à faire des poussées pelviennes, et il n'y a plus de retour en arrière possible. Par vengeance, Yasushi finit par frapper Liam avec des balles de tennis, encore une fois par jalousie. Mais après cela, Liam reprend son entraînement habituel. Il s'entraîne dehors à la technique de l'éclair, mais peu importe à quel point il manie son épée, il ne peut pas couper le poteau à distance. Il commence à craindre de manquer de talent pour un tel maniement de l'épée. Mais Amagi s'approche et le rassure, ce n'est pas vrai. Elle explique que le problème vient des enseignements de Yasushi et de la confiance excessive que Liam lui accorde. Cependant, quand Amagi évoque la foi de Liam en Yasushi, il l'interprète comme si elle disait qu'il ne faisait pas assez confiance à son professeur. Convaincu que Yasushi ne pourrait jamais le tromper, Liam en conclut qu'il doit mal comprendre les leçons de Yasushi d'une manière ou d'une autre. C'est alors qu'il se souvient que la magie existe dans ce monde. Alors même si trancher un poteau sans le toucher semble physiquement impossible, cela devrait être possible avec l'aide de la magie. Liam vient de faire une percée majeure dans son entraînement. Alors, pendant les 2 mois suivants, il s'entraîne assidûment à trancher avec sa magie, jusqu'au jour où il appelle Yasushi pour lui montrer ce qu'il a accompli. Liam informe Yasushi qu'il a enfin perfectionné la voie de l'éclair, mais Yasushi, doutant que ce soit possible, anticipe un nouvel échec. Pourtant, alors que Liam tire son épée, il déchaîne une grande vague de magie, coupant le poteau en deux à cette distance. Émerveillé par la scène, Yasushi peine à maintenir sa façade de maître et dit à Liam qu'il a admirablement bien performé, mais qu'il a encore beaucoup à apprendre avant de maîtriser véritablement la technique. Yasushi s'en va alors, et il commence vraiment à paniquer, car Liam est un monstre en matière d'entraînement. Yasushi lui mentait sur la voie de l'éclair depuis des années, mais Liam a quand même réussi à la réaliser. Un certain temps passe, et Liam est informé que l'une de ses planètes de ressources est attaquée par des pirates. C'est la seule qui n'a pas été saisie pour l'hypothèque de la Dead Field. Et la seule raison pour laquelle l'Empire ne l'a pas confisquée est que son environnement est pauvre et l'exploitation minière y est difficile. Donc il ne pensait pas que ça valait grand-chose. Cependant, Amagi a réussi à établir plusieurs usines sur la planète pour fournir des revenus supplémentaires à Liam, mais ces usines sont actuellement attaquées par des pirates. Et bien que les forces de Banfield stationnées là-bas résistent, leur défaite semble inévitable. Lorsque Liam demande si Amagi a une stratégie d'attaque préparée, elle propose qu'ils engagent les pirates au combat
en approchant du point aveugle de la planète pour lancer un assaut surprise. Liam aime l'idée. Alors il ordonne à toutes ses troupes de se préparer à repousser les forces pirates en orbite. Alors que Liam va défendre personnellement la planète, Brian tente de s'y opposer, car il est dangereux pour le Seigneur d'aller combattre les pirates en personne, mais Liam refuse de laisser quiconque le voler à nouveau, et en plus il veut vraiment montrer les nouvelles compétences qu'il a acquises. Liam et sa flotte atteignent rapidement la planète, incitant Amagi à préparer le canon électromagnétique et à y charger le mecha de Liam. Dès que le canon est entièrement chargé et prêt à être lancé, Amagi verrouille Liam et l'envoie directement vers la surface de la planète. Pendant ce temps, les pirates sont occupés à achever les forces de défense restantes quand l'un d'eux est abattu du ciel. Les pirates se retournent pour identifier leur attaquant, et quelques instants plus tard, Liam fonce sur eux en tranchant un en deux. Les unités restantes tentent de se disperser et de se cacher pour encercler Liam, mais alors que deux essaient de s'approcher par derrière, Liam sent leur approche et les tranche en un instant. Il ne les voyait pas vraiment arriver. Les innombrables balles de tennis que Yasushi lui avait lancées lui avaient appris à anticiper les attaques invisibles. À ce moment-là, une bande de pirates commence à lui tirer des lasers, incitant Liam à réagir, en rengainant son épée et en invoquant un rayon de fusil. Il commence à tirer sur les pirates sans relâche, à gauche et à droite. Alors il tente de le submerger en chargeant tous en même temps. Pourtant, ce faisant, il s'aligne parfaitement pour la technique cachée de Liam. Liam dégaine son épée et avec une explosion de mana, une portion massive des forces pirates est anéantie. Les pirates sont stupéfaits que Liam puisse les abattre de loin. Et s'il est capable de ça, ils n'ont aucune envie de continuer à se battre. Ceux qui sont encore debout tournent immédiatement les talons et fuient. Liam est déçu. Il espérait montrer davantage son maniement de l'épée, mais il n'a aucune intention de les laisser s'échapper. Dans cet esprit, il se prépare à déchaîner son arme secrète. Liam crie « Point propulsé » et pointe son bras vers les pirates en fuite. Mais plutôt qu'un point propulsé standard, il invoque un énorme missile et le lance vers eux. Aucun des pirates ne survivra à une telle attaque. Mais Liam est frustré car ce n'était pas ce qu'il avait en tête quand il a demandé à Nias d'installer un point propulsé. À ce moment-là, Liam reçoit une transmission d'Amagi qui s'excuse de ne pas avoir réussi à éliminer toute la flotte pirate. Environ 60% des pirates ont réussi à s'échapper, mais Amagi a réussi à détruire environ 30% de leur force, tandis que les navires restants ont été capturés et réaffectés à l'armée de Liam. Éliminer complètement les pirates aurait été idéal, mais Liam est tout de même satisfait du résultat. Il exprime sa gratitude à Amagi, l'assurant qu'elle a excellemment bien performé. Goz vient d'apprendre que les pirates qu'il avait envoyés pour piller la planète de ressources de Banfield ont échoué dans leur mission. Et il est absolument furieux. Le scientifique lui explique que l'escouade a mal évalué la puissance des défenses de Banfield, les forçant à battre en retraite pour éviter la destruction de toute leur flotte. Cependant, aussi raisonnable que la décision puisse paraître, Gus a décidé d'exécuter chaque pirate qui a choisi de fuir. Il ne tolérera pas les lâches dans son équipage, il ne mérite pas de vivre, et une fois qu'il en aura fini avec eux, il compte marquer le coup en terminant la mission lui-même. Il sera absent un certain temps. Il dit sarcastiquement à Christiana, maintenant une chimère, qu'il reviendra plus tard pour s'amuser avec elle. Pendant ce temps, Liam et sa flotte viennent de rentrer de la bataille et il est extrêmement satisfait du résultat. Non seulement ils ont réussi à défendre la planète de ressources, mais ils ont également réussi à saisir plusieurs navires pirates comme récompense supplémentaire. Et selon la loi impériale, tout ce qui est pris aux pirates, y compris leurs navires entiers et toute la cargaison à l'intérieur, devient officiellement votre propriété. Il s'avère que les vaisseaux pirates capturés sont chargés d'une fortune en butin volé. Au moment où Liam entend le mot « trésor », son esprit saute directement aux visions d'or et d'argent. Mais Brian l'informe rapidement que la cargaison est bien plus précieuse que de simples métaux précieux. Après avoir effectué un inventaire complet, Amagi rapporte que les navires étaient remplis de matériaux rares, comme l'orichalque, l'adamantite et la scarletite. Cependant, Liam n'est pas impressionné. Ces métaux ne sont utiles que pour fabriquer des armes, et il préférerait de loin quelque chose de tape à l'œil, comme une couronne incrustée de diamants. Amagi ne comprend pas sa déception, soulignant que les diamants ne sont que de simples cristaux de carbone dans ce monde, tandis que l'orichalque et l'adamantite sont inestimables en comparaison. Mais Liam ne s'en soucie pas, car il veut toujours des choses de valeur comme l'or. Étant donné son obsession pour l'or, Brian lui fait savoir qu'on en a aussi trouvé à bord des navires. Au moment où Liam entend cela, il ordonne immédiatement à Brian d'utiliser l'or pour frapper une quantité massive de pièces d'or. À ce moment-là, Brian demande s'il compte aussi transformer les autres métaux en pièces. Mais Liam n'est pas si stupide, il veut plutôt utiliser ces matériaux pour forger des armes pour son armée.
Mais Brian souligne un problème sérieux avec ce plan. Ils n'ont pas de forgeron. Par ailleurs, Amagi doit aussi lui parler de quelque chose. L'armée de Banfield compte techniquement environ 10 000 navires, mais après avoir effectué des vérifications diagnostiques sur toute la flotte, Amagi a constaté que la majorité d'entre eux sont inopérables. En fait, lorsque l'ordre a été donné de déployer la flotte contre les pirates, seulement 30% étaient réellement capables d'entrer en combat. Liam n'arrive pas à croire qu'ils aient réussi à vaincre les pirates en ne déployant que 30% de leur flotte, mais la vérité est que leur victoire est due au fait que les pirates les ont gravement sous-estimés. Pour le reste de l'Empire, le domaine de Benfield semble toujours désespérément pauvre. Alors naturellement, les pirates ont supposé que piller leur planète de ressources serait sans effort. Dans des circonstances ordinaires, ils auraient eu raison. Pourtant, les compétences extraordinaires de Liam en combat de mécha ont complètement inversé la donne en leur faveur. Cela dit, si les pirates les attaquaient avec toute leur force maintenant, il n'y a absolument aucune chance que les forces de Liam puissent sortir victorieuses dans leur état actuel. Liam n'est pas content que plus de 70% de ses navires ne puissent pas être utilisés. Amagi lui dit alors qu'elle a une solution et propose qu'il mette à la ferraille tous les navires endommagés. Cependant, Brian s'y oppose rapidement, arguant que retirer les navires non opérationnels affaiblirait leurs effectifs militaires, les rendant vulnérables aux ennemis. Bien que ce soit possible, maintenir tous ces navires en panne épuiserait leurs fonds, avec des coûts de réparation sans fin, et Liam n'est pas disposé à couvrir ses dépenses. Alors il se range à la suggestion d'Amagi. Cependant, pour apaiser les inquiétudes de Brian, Amagi explique qu'ils peuvent simplement acheter des navires supplémentaires pour compenser ceux qui sont mis au rebut. De plus, s'ils vendent tous les métaux précieux récupérés des navires pirates, les bénéfices devraient être plus que suffisants pour financer une toute nouvelle flotte. De cette façon, le financement ne posera pas de problème. Dans une autre scène, Nias fait une présentation pour dévoiler sa dernière conception de navire, et elle en tire une grande fierté. Ayant amélioré la puissance de 7% tout en augmentant la réactivité et la facilité d'entretien du navire, elle assure que si ces navires sont adoptés, la flotte de l'armée impériale deviendra encore plus formidable qu'elle ne l'est actuellement. Vient ensuite une présentation de Lithia, qui représente la 3e usine d'armement, présentant un nouveau modèle de navire. Le vaisseau offre tout le charme et la sophistication d'un hôtel, avec diverses options de divertissement et de loisirs, ce qui en fait quelque chose que l'équipage appréciera, sans aucun doute, d'utiliser. Les navires de Nias ont sans aucun doute surpassé la concurrence en termes de puissance de combat brute, mais ils manquent de touches de luxe et de confort pour l'équipage, c'est pourquoi l'armée impériale choisit finalement d'acheter auprès de Lysia à la place. Nias proteste, insistant sur le fait que son navire sera plus fort puisqu'elle a dédié toutes les ressources disponibles à maximiser ses prouesses au combat. Cependant, Eulythia rétorque en affirmant que ses navires sont tout aussi capables au combat. D'ailleurs, soutient-elle, l'efficacité d'un navire ne dépend pas seulement de sa puissance de feu, elle repose aussi sur l'équipage qui l'opère, et si les marins sont bien reposés et à l'aise, ils se battront avec bien plus de détermination et d'endurance. Après avoir quitté la salle de présentation, Eulythia se vante avec suffisance que l'Empire les choisit plutôt que Nias, mais Nias n'est pas encore prête à abandonner. Elle admet avoir peut-être perdu cette manche, mais elle jure de prouver que la conception de son navire est plus performante en combat réel. Le problème, c'est qu'elle a déjà dépensé tout son budget pour ce projet. Et à moins qu'elle ne trouve quelqu'un d'assez fou pour racheter tous ces navires invendus, elle pourrait être contrainte de déposer le bilan. Et réalistement, qui serait assez excentrique pour acheter un modèle de navire que même l'armée impériale a refusé? À ce moment-là, elle se souvient de quelqu'un qui pourrait être intéressé par leur acquisition. Après tout, si Liam était prêt à investir massivement dans la réparation d'un méca obsolète, il n'aurait probablement aucun problème à acquérir un modèle de navire indésirable. Pendant que tout cela se passait, le guide passait la plupart de son temps sur Terre, jouant avec les gens juste pour savourer leur misère, mais rien de tout cela ne devrait se comparer à l'agonie que Liam doit ressentir en ce moment. La dernière fois que le guide l'a vu, il a envoyé Liam dans un autre monde, avec des parents terribles qui l'ont accablé de leurs dettes. Alors naturellement, il s'attend à trouver Liam et son territoire en ruine complète, mais à sa grande surprise, la planète est en quelque sorte florissante. Il est furieux que son plan pour faire souffrir Liam n'ait pas fonctionné. Pourtant, il y a une dernière chose qu'il doit vérifier. Quand Liam a demandé un instructeur d'escrime, le guide a délibérément envoyé Yasushi, un imposteur total qui ne savait pas manier une épée, donc il n'y a aucune chance que Liam ait réellement appris quoi que ce soit d'utile de sa part. Pendant ce temps, dans un bar, quelques habitants parlent de l'amélioration de l'économie sous le règne de Liam. Mais alors que tout le monde est juste content d'avoir Liam comme seigneur, Yasushi pense que Liam est un monstre. Yasushi sait qu'il est un imposteur, et il essayait juste de maintenir la façade en donnant à Liam des tâches impossibles, encore et encore.
Mais Liam a en fait réussi à apprendre et à maîtriser des techniques que Yasushi ne savait même pas possibles. En entendant le commentaire de Yasushi, le guide est complètement confus. Ne sachant pas ce que Yasushi veut dire, il décide de vérifier Liam et le découvre en plein entraînement. Il observe Liam anéantir un poteau sans même le toucher, laissant le guide incrédule devant la scène. Convaincu de n'avoir accordé à Liam aucun pouvoir extraordinaire, il en conclut que les progrès de Liam sont dus à ses propres efforts. Le guide peine à comprendre comment Liam peut prospérer si remarquablement dans un monde comme celui-ci. Et honnêtement, Liam ne s'y attendait pas non plus, car être abandonné par ses parents et être plongé dans les dettes à l'âge de 5 ans est un excellent moyen de ruiner la vie de quelqu'un. Mais d'une manière ou d'une autre, les choses ont fonctionné. Et maintenant, l'économie de son territoire s'améliore, et Liam vit enfin la vie de ses rêves. Tout cela grâce au guide. Le guide trouve que toutes les émotions positives de Liam lui laissent un goût amer dans la bouche, et il déteste absolument ça. Une fois qu'il se rafraîchit en se délectant de certaines émotions négatives de Yasushi, il retrouve son calme et commence à élaborer un nouveau plan pour détruire la vie de Liam. Bien sûr, Liam prospère peut-être en ce moment, mais toucher le fond est encore plus douloureux quand on est sur le point d'atteindre le sommet. En ce moment, Liam discute de la situation des navires avec Amagi, et il veut savoir si elle a trouvé des pistes. Amagi lui dit que l'armée impériale est apparemment en train de moderniser sa flotte avec un nouveau modèle, alors ils vendent leurs anciens modèles à un prix réduit. Même s'ils sont obsolètes, les navires impériaux restent très puissants. Alors Liam est d'accord avec l'idée de les acheter. Cependant, Amagi l'informe qu'il y a une condition attachée à l'achat. Ils doivent accepter de conserver tous les membres d'équipage actuels à bord de ces navires. Essentiellement, l'Empire essaie de se débarrasser de tout le personnel qu'il ne souhaite plus garder. Engager tous ces soldats aurait sans aucun doute un coût élevé, mais compte tenu de leur budget actuel, Amagi pense qu'ils peuvent y arriver. De plus, de nombreux membres d'équipage sont des officiers expérimentés avec une expertise précieuse, donc les intégrer renforcerait considérablement la puissance des forces de Liam. Quand Amagi le présente ainsi, ça semble être une bonne idée. Alors Liam accepte l'accord. Le guide entend tout cela, et il pense pouvoir utiliser cette opportunité pour plonger Liam dans le désespoir. Il prévoit de tirer quelques ficelles et d'envoyer des gens très sincères parmi les soldats que Liam va embaucher. Et vu comment Liam prétend être un seigneur maléfique, ce ne sera qu'une question de temps avant qu'il ne soit renversé pour sa tyrannie. Pendant que tout cela se déroule, Yasushi chez lui se remet d'une gueule de bois, se demandant comment sa vie a pu en arriver là, quand soudain, il entend la voix de Nya. Il se ressaisit aussitôt, reprenant son rôle de maître d'épée calme et posé. Au début, Nya n'était pas vraiment convaincue par Yasushi, mais après avoir constaté les énormes progrès de Liam sous sa tutelle, elle est désormais absolument certaine qu'il doit être un professeur extrêmement compétent, vraiment. Yasushi est surpris que Nya vienne le voir d'elle-même, il pense donc avoir une chance avec elle, mais en réalité, elle est juste venue chercher des informations sur Liam. Cependant, la façon dont elle formule ses questions lui fait croire qu'elle parle de lui, bien sûr. Nya veut savoir comment convaincre Liam d'écouter son argumentaire de vente, mais elle craint que cela ne paraisse impoli de simplement le lui demander. Alors elle sollicite l'avis de Yasushi sur la meilleure façon de mettre un homme de bonne humeur, vous voyez. Yasushi suppose qu'elle cherche des conseils pour le séduire, mais il est nerveux à l'idée qu'elle le trouve étrange. Pourtant, Miyaz le supplie de partager, car elle veut désespérément savoir comment gagner les faveurs d'un homme, c'est crucial pour elle. La voyant si désespérée, Yasushi ne se retient pas, et commence immédiatement à énumérer tous les fétiches qu'il a jamais eus. Miyaz reste sans voix pendant quelques instants, et Yasushi commence à craindre d'être allé un peu trop loin, vraiment. Mais alors, Nias demande calmement si elle devrait aussi porter des bas. Yasushi est surpris. Elle ne le trouve plus bizarre, mais il lui dit que les bas, c'est bien aussi. Alors Nias le remercie sincèrement pour ses précieux conseils. Quelques heures plus tard, Nias se présente au château de Liam pour le voir. Et elle porte exactement la tenue que Yasushi lui a décrite, dans l'espoir de séduire Liam. Liam, lui, n'est pas encore assez stupide pour ça, non. Il sent tout de suite que Nias complote quelque chose. Vu ce qu'il sait d'elle, elle veut probablement qu'il achète quelque chose. Nias avoue qu'elle espère qu'il achètera le tout dernier modèle des cuirassés qu'elle a conçu, mais Liam la rejette sans la moindre hésitation. Nias le supplie de l'écouter au moins avant de refuser, mais Liam n'a pas besoin d'entendre son argumentaire de vente, car il a déjà acheté plusieurs cuirassés d'occasion à l'armée impériale. Il n'a donc aucun besoin des vaisseaux de Nias, absolument aucun. Nias essaie toujours de le convaincre avec les statistiques de ses vaisseaux, mais bien que les navires semblent impressionnants, Liam lui dit d'aller les vendre à l'armée impériale, si elle tient tant que ça à faire une vente, vraiment. Nias avoue qu'elle a déjà tenté sa chance, mais elle a échoué pendant la présentation et n'a pas pu vendre un seul de ses vaisseaux. Alors elle a demandé à Liam s'il envisagerait d'en acheter quelques-uns,
Peut-être juste 100 ou 200, car ce serait une aide énorme pour elle, vraiment. Elle propose même de l'aider à obtenir un prêt si c'est nécessaire. Mais Liam la coupe et lui dit d'arrêter. Comme il refuse absolument de même penser à s'endetter à nouveau, Nias commence à devenir anxieuse. Alors elle se déshabille pour tenter de séduire Liam et lui faire acheter les vaisseaux. Mais tout cela ne fait que rappeler à Liam comment sa femme, dans sa vie antérieure, a probablement utilisé la même tactique sur son patron. Au fond, il sait que Nias n'est pas ce genre de personne. Alors, pour qu'elle cesse d'essayer de le séduire, il accepte d'acheter quelques vaisseaux. Il se tourne vers Amagi et lui demande s'il reste de l'argent dans le budget. Ce à quoi Amagi répond qu'ils ont suffisamment de fonds pour acheter environ 300 des vaisseaux de Nia, ce qui est une bonne nouvelle. Submergée de gratitude, Nia exprime ses remerciements et les assure qu'elle enverra les vaisseaux immédiatement. Cependant, alors qu'elle se tourne pour partir, elle trébuche sur ses propres pieds, un peu maladroitement. Liam trouve Nias belle et ne peut ignorer que ses capacités techniques et de conception sont exceptionnelles, même si elle peut être un peu désastreuse parfois. Pendant ce temps, dans les couloirs, Nias donne avec enthousiasme des instructions à son équipe pour préparer 300 vaisseaux à la vente. Sa collègue est choquée d'apprendre qu'elle a réellement réussi à trouver un acheteur pour leur vaisseau, mais Nias déclare avec une confiance absolue que tout cela est uniquement dû à son charme irrésistible, bien sûr. À ce moment-là, Yasushi passe par là et comprend soudain que tout ce qu'elle lui a demandé plus tôt faisait partie de son plan pour séduire Liam. Et maintenant, Yasushi est absolument furieux, vraiment en colère. Pendant ce temps, dans la salle du trône, Liam se fait nettoyer les oreilles par Amati et il se sent complètement satisfait, car tout autour de lui est calme et paisible. Un certain temps s'écoule, et Nias finit par livrer tous les vaisseaux que Liam lui a achetés. Une fois qu'ils sont solidement amarrés, Liam et Amagi montent à bord pour jeter un coup d'œil. Liam est ravi d'avoir acquis certains des vaisseaux les plus récents, bien qu'il comprenne maintenant pourquoi l'Empire a opté pour les autres modèles. Ceux-ci manquent de toute trace de luxe en fait. Nias rétorque, insistant sur le fait que les designs luxueux n'ont pas leur place au combat, mais cela n'annule pas la réalité que les gens les préfèrent toujours. Nias explique rapidement à Liam les besoins d'entretien de ce vaisseau, c'est important. Elle propose même une garantie prolongée pour les futures mises au point, mais Liam refuse, disant qu'il n'en aura pas besoin pour finaliser l'achat. Elle lui demande de signer le reçu. Cependant, elle avait une requête supplémentaire en tête, une petite chose. Elle lui demande s'il serait prêt à lui céder quelques-uns des vaisseaux pirates qu'il a récemment saisis. Mais Liam la rejette immédiatement. Il explique qu'il a l'intention d'incorporer ses navires à sa propre flotte, c'est son plan. Mais Nias insiste, arguant que Liam pourrait au moins se séparer d'un ou deux vaisseaux. Alors que Liam s'apprête à la refuser une fois de plus, Amagi l'interrompt avec une suggestion. Elle propose qu'il puisse céder le vaisseau que Nias désire, mais seulement si Nias accepte de moderniser les autres vaisseaux pirates pour les rendre compatibles avec la flotte de Liam. Après tout, les vaisseaux pirates utilisent une technologie étrangère, extérieure à l'Empire, ce qui signifie que les intégrer correctement ne serait pas une mince affaire. Nias accepte volontiers l'accord, car standardiser une poignée de vaisseaux est un effort mineur comparé aux données inestimables qu'elle obtiendrait en analysant cette technologie extraterrestre inconnue. Tandis que Liam y réfléchit, l'idée d'inspecter personnellement l'un des vaisseaux pirates lui semble en fait intrigante. Il propose d'aller en voir un immédiatement. Peu après, tous les trois atteignent l'un des vaisseaux pirates, qui s'avère être complètement différent des cuirassés que Liam connaît. C'est une surprise. Nias est ravie. Elle y voit une mine d'innovation fraîche qu'elle peut reproduire. Liam est tout aussi ravi, ayant repéré un volant de direction en plein centre de la salle de contrôle, et il aime vraiment son apparence, c'est très esthétique. Il demande à Nias d'en ajouter un à son propre vaisseau, une fois qu'ils seront de retour, mais elle répond que ce serait inutile, car le panneau de contrôle standard offre une bien plus grande précision. Liam, lui, se moque éperdument de l'efficacité vraiment. Ce volant est juste super cool, et c'est tout ce qui compte pour lui, absolument. Pendant ce temps, Mias continue d'explorer le vaisseau, de plus en plus étonné à chaque nouvelle découverte. Les lasers gravitationnels de cet engin tournent d'une manière ou d'une autre le long d'une planète imaginaire. Et il possède même des générateurs d'éther inversés. Elle est absolument impatiente de se plonger dans les données de retour à son laboratoire. Pendant que Nias prend encore ses marques, Liam aperçoit ce qui semble être un chien dans un coin, c'est étrange. Cela le pousse à le suivre. Remarquant le comportement étrange de Liam, Amagi s'enquiert, pour voir s'il va bien. Et Liam lui dit qu'il était certain d'avoir aperçu un chien il y a quelques instants, mais maintenant, il est introuvable, il a disparu. Le chemin les mène à cette porte. Liam et Amagi entrent, seulement pour réaliser qu'ils sont entrés dans la salle de navigation du vaisseau. Amagi l'allume et clarifie que cette pièce enregistre chaque route que ce vaisseau a jamais empruntée. C'est fascinant. À en juger par la carte devant eux, il semble que les pirates aient pillé des systèmes planétaires à travers tout l'Empire d'Algrand, ce qui n'est pas surprenant. Mais en examinant les données plus attentivement, Amagi remarque quelque chose d'inhabituel, de très étrange.
Les routes de voyage du vaisseau suivent un schéma distinct. Chaque fois que les pirates finissaient de piller une planète, ils retournaient à l'Empire via une porte de distorsion, puis faisaient un bref saut vers la frontière, c'était leur routine. Cette zone a longtemps servi de zone de guerre entre l'Empire et diverses autres nations, ce qui rend extrêmement difficile de suivre ce qui s'y passe, en faisant un endroit idéal pour une bande de pirates, un véritable repère. Liam demande les coordonnées pour le court saut de distorsion, mais il s'avère que les coordonnées changent chaque fois que les pirates reviennent d'une expédition de pillage. Amagi commence à examiner les diverses coordonnées, les traçant par rapport à la trajectoire d'une minuscule planète errante dérivant dans l'espace profond. Étant donné son orbite erratique, l'atteindre serait impossible sans connaître sa localisation exacte à l'avance. Amagi soupçonne que ce pourrait être la base cachée des pirates, mais Liam est convaincu que la planète doit être une île au trésor, un endroit où les pirates cachent tous leurs biens volés, c'est certain. Armé de leur nouvelle découverte, Amagi se tourne vers Liam et lui demande quelle sera sa prochaine action. Sans hésitation, il déclare son intention de piller la planète au trésor. Pendant ce temps, les pirates survivants de la bataille précédente de Liam sont finalement retournés auprès de Goss. Goss est furieux que son équipage ait permis à un noble de Baran d'humilier les infâmes pirates de Goë. Il n'est absolument pas question qu'il laisse Liam s'en tirer après ça, alors il ordonne à tous ses hommes de se préparer à la guerre, déclarant qu'ils vont anéantir tout le territoire de Banfield sans pitié. Mais avant cela, il doit s'occuper des pirates qui ont perdu face à un simple enfant et ont déshonoré le nom des pirates de Goss. Pour les punir, il les enferme dans une capsule, puis la fait exploser, c'est terrible. Au même moment, la flotte de Liam ne perd pas de temps et lance son assaut sur la planète au trésor. Mais d'abord, ils doivent passer par la porte de distorsion de Domus. Leur itinéraire prévu les mènerait de Domus à la porte de distorsion de Pamonia. Mais quand Amagi demande l'autorisation de procéder, son autorisation est brusquement refusée. C'est un problème. Liam lui demande ce qui ne va pas, et Amagi explique que leur passage vient d'être refusé à cause d'un péage impayé. Juste à ce moment-là, une transmission arrive de l'opérateur de la porte de distorsion vers le vaisseau de Liam, c'est une coïncidence. L'opérateur informe Liam que le péage pour l'utilisation de cette porte de distorsion est calculé en fonction de la masse transportée et de la longueur du saut. Et puisque Liam a l'intention de déplacer toute sa flotte vers la porte de Pamonia, les frais seront assez substantiels, vraiment très élevés. Liam mentionne qu'il est d'accord pour couvrir les frais, mais malheureusement, il n'a pas apporté d'argent liquide. À cause de cela, il propose de régler le paiement une fois qu'il sera de retour. Cependant, l'opérateur refuse, expliquant que la maison Banfield est connue pour avoir des dettes impayées, c'est un fait. Pour cette raison, il ne peut pas leur permettre de passer sans payer les frais à l'avance. Naturellement, si Liam pouvait trouver une personne fiable pour se porter garant de lui avec une lettre de crédit, le gérant pourrait être disposé à le laisser passer, c'est une possibilité. Mais étant donné que personne ne fait confiance à la maison Banfield, cela va être difficile, très difficile. Liam insiste sur le fait qu'il réglera les frais une fois de retour, mais l'opérateur souligne qu'il n'y a aucune assurance que Liam revienne un jour, absolument aucune. À cause de cela, il ne peut toujours pas l'autoriser. Liam envisage de rentrer chez lui pour chercher l'argent du péage, mais cela consommerait beaucoup de carburant supplémentaire. Alors, à la place, il demande à parler au gérant, c'est sa décision. À sa grande consternation, l'opérateur révèle qu'il est le gérant, celui qui est en charge de toute l'installation. Alors Liam dit qu'il vient le réprimander en personne. Amagi demande à Liam s'il est sûr de cela, car si le gérant n'était pas disposé à faire de compromis plus tôt, il ne changera probablement pas d'avis, même si Liam descend le voir, c'est logique. Cependant, Liam est confiant que ses excellentes compétences en négociation convaincront le gérant de faire une exception pour eux. Au même moment, Goz et toute sa flotte viennent d'atteindre la porte de Pamonia, ayant l'intention de l'utiliser pour se téléporter vers la porte de Domus. De là, il prévoit de se diriger directement vers le territoire de Banfield pour démolir tout ce que Liam a construit sans relâche. Il contacte l'opérateur de la porte de Pamonia, l'informant de son désir de voyager vers la porte de Domus, et glisse à l'opérateur un petit bonus pour s'assurer qu'aucune question ne soit posée, c'est une pratique courante. L'opérateur accepte joyeusement le pot de vin et informe Goss que son trou de verre sera préparé en quelques minutes seulement. À la porte de Domus, Liam s'approche du comptoir d'accueil, espérant que le gérant accordera le passage de son vaisseau à travers la porte de distorsion. L'opérateur n'a aucune rancune personnelle contre Liam, mais tout comme la dernière fois, il explique que le passage est impossible tant que le péage n'est pas payé. Liam le supplie de reconsidérer, demandant s'il y a un moyen possible pour que le gérant fasse une exception, une seule, mais les règles sont strictes et le gérant n'a aucune raison particulière de les enfreindre pour Liam. À ce moment-là, le gérant reçoit un message de la porte de Pamonia, l'informant que Goes et sa flotte de pirates sont en route vers cette porte, c'est une urgence. Il dit à Liam qu'il a des problèmes plus urgents à régler et s'éloigne, laissant Liam seul dans la zone de réception. Liam est stupéfait que ses tactiques de négociation n'aient pas fonctionné cette fois, mais alors qu'il rumine, il aperçoit ce même esprit de chien de tout à l'heure et décide de le suivre une fois de plus. C'est étrange. De retour dans la salle de contrôle,
le gérant et son équipage finalisent la connexion du trou de verre entre Domus et Pneumonia, ouvrant la voie aux forces de Goes. Compte tenu de la distance, ils estiment qu'il faudra environ une demi-heure à Goes et à son armada pour arriver, c'est le temps estimé. L'un des techniciens hésite, demandant au gérant si c'est vraiment acceptable. Cette configuration signifie que les pirates de Goe émergeront directement devant la flotte de Liam dans la zone d'attente, et connaissant Goes, il n'hésitera pas à détruire les vaisseaux de Liam dès son arrivée, c'est certain. Cependant, le gérant s'en moque, car Goes lui a déjà donné suffisamment d'argent de pot de vin, alors il dit à tout le monde de faire une pause et de quitter la salle de contrôle, car ils ne pourront être blâmés de rien s'ils ne sont pas là pour voir ce qui se passe, c'est sa logique. Par coïncidence, quelques minutes seulement après que le gérant et son équipe aient quitté la salle de contrôle, Liam y entre par accident, il réalise rapidement que c'est la salle de contrôle de la porte de distorsion, mais il est perplexe quant à l'absence de personnel, c'est étrange. Curieux, il vérifie le moniteur, et à sa surprise et son excitation, il voit que la porte de distorsion de Domus est déjà liée à la porte de distorsion de Pomonia. Il se dit que le gérant a dû avoir pitié de lui et a établi la connexion pour qu'il puisse voyager vers Pomonia sans avoir à payer le péage, c'est une bonne nouvelle. Cependant, en y regardant de plus près sur le moniteur, Liam remarque que le trou de verre coule en fait dans le mauvais sens. Il se dit que le gérant a dû faire une erreur, alors il commence à ajuster les commandes, essayant de corriger la direction, c'est son objectif. Après quelques manipulations, il réussit à inverser le flux du trou de verre, mais ce faisant, il le divise accidentellement en une fourche inattendue. Maintenant, quiconque le traversait déjà serait éjecté à un point imprévisible dans l'espace, c'est un problème majeur. Bien sûr, Liam suppose que le trou de verre est complètement vide. À ce moment-là, Liam reçoit un appel urgent d'Amagi, lui disant de retourner immédiatement au vaisseau. Elle a obtenu une lettre de crédit pour eux, c'est une excellente nouvelle. Liam est stupéfait par la nouvelle et demande rapidement qui les a aidés. Une fois de retour à bord, Amagi révèle que c'est Nias qui s'est portée garante pour eux. Nias explique qu'après que Liam l'ait sauvé en achetant ses vaisseaux et lui ait même permis de réclamer quelques vaisseaux pirates, c'était la moindre des faveurs qu'elle pouvait lui rendre. Vraiment. Elle lui devait bien plus que cela, après tout. Liam exprime sa gratitude à Nias pour son aide précieuse. La porte de distorsion étant déjà configurée grâce à ses ajustements précédents, il mène sa flotte à travers le passage, sans plus attendre. Quelques instants plus tard, ils émergent à la porte de Pomonia. De là, il ne reste qu'un rapide saut de courte portée pour atteindre la planète errante. Pendant ce temps, Goes reste piégé dans le trou de verre. Ignorant que Liam l'a déjoué, il devient méfiant, car ils sont dans le trou de verre depuis une période prolongée, c'est très long. À ce moment-là, son équipage signale qu'ils approchent de la sortie, ce qui le soulage. Cependant, alors qu'ils émergent de la porte, il est horrifié de réaliser que lui et sa flotte sont arrivés directement au cœur de la zone d'entraînement de la flotte de guerre impériale, entourée de plus de 70 000 vaisseaux, c'est un cauchemar. Tandis que la flotte de Goes est anéantie, la flotte de Liam vient d'arriver à la planète errante. Et au moment où ils ont une vue claire de la planète de Goes et de son armée, Liam donne l'ordre à tout le monde de lancer l'assaut sans attendre. Il y a environ 25 000 vaisseaux pirates stationnés ici, presque 2 ou 3 fois plus que la flotte de Liam. Mais comme la majorité de ces vaisseaux sont actuellement inactifs, la frappe soudaine de Liam prend les pirates par surprise, c'est un avantage. Plusieurs vaisseaux pirates tentent de riposter, mais ils ne sont absolument pas préparés à ce qui va suivre. Liam s'équipe de son mecha et se dirige vers la chambre de son vaisseau, permettant à Amagi de le lancer sur le champ de bataille, avec force. Une fois déployé, il commence rapidement à anéantir les forces pirates, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucune. Maintenant que la majorité des pirates ont été éliminés, Liam ordonne à Amagi de déployer un certain nombre de ses troupes pour nettoyer les pirates restants, c'est essentiel. Pendant ce temps, Liam a l'intention de fouiller la planète errante à la recherche du trésor, caché de Goes. Liam et son armada lancent un assaut sur la planète au trésor, anéantissant sa surface extérieure pour forger un chemin d'entrée, c'est impressionnant. À l'intérieur de la planète, un scientifique commence à paniquer, alors que les attaques incessantes des forces de Liam brisent le peu qui reste de leur défense. En désespoir de cause, il se précipite vers la salle de contrôle, où il découvre qu'ils sont attaqués et que chaque vaisseau pirate stationné autour de la planète a déjà été anéanti. C'est la fin. Pendant ce temps, Liam a enfin atteint les parties intérieures de la planète, et il se retrouve confronté à des pirates portant des combinaisons méca. Sans hésitation, il les abat. Et au moment où le capitaine de sa troupe le rejoint, le travail est déjà terminé, c'est très rapide. Le capitaine l'informe que leur côté des pirates a également été traité, et Liam leur ordonne de continuer à dégager le chemin, tout en cherchant la salle au trésor. Soudain, il aperçoit le chien une fois de plus et fait le choix de suivre sa trace, c'est une intuition. Cela s'avère être la bonne décision, car la piste le guide directement vers la salle de contrôle, où le scientifique et ses hommes abandonnent sans combattre. Liam est satisfait du résultat, et exige que les scientifiques lui remettent tout le trésor, sans exception. Le scientifique demande de quel genre de trésor il parle, expliquant qu'il possède des objets de valeur ainsi que les animaux de compagnie exotiques que le capitaine Goes est connu pour collectionner.
Liam pense que le chien qu'il a aperçu plus tôt doit être l'un de ses animaux. C'est logique. Alors, il interroge davantage le scientifique à leur sujet. Le scientifique commence à soupçonner que Liam, comme lui, est un homme maléfique qui aime transformer les gens en animaux de compagnie. Il propose même de convertir les animaux en chiens obéissants pour Liam s'il le souhaite, c'est une offre. Liam ne comprend pas un seul mot de ce qu'il dit, alors le scientifique choisit de le guider dans le laboratoire, où tous ces spécimens sont conservés. Alors qu'il révèle des êtres transformés en monstres grotesques par ses expériences, un soldat vomit, incapable de supporter la vue, c'est horrible. Tandis que le capitaine le réprimande pour sa faiblesse, Liam s'avance, ses yeux se fixant sur un spécimen précis. Le scientifique remarque qu'il a un bon instinct. Celui-ci se trouve être l'animal de compagnie préféré de Goz, c'est un fait. Pendant qu'il divague sur la façon dont cette fille est sa plus grande création, Liam ressent une vague de dégoût. Se souvenant de son propre passé où il était traité comme de la simple ordure, il ne peut supporter de voir un monstre nuire aux autres de cette manière, c'est intolérable. Alors que le scientifique est perdu dans sa frénésie, Liam lui tire une balle en pleine tête. Après cela, il commence à scanner la pièce. Mais alors, la voix de Christiana l'interpelle. Elle exige de savoir qui il est, et Liam répond en se présentant, déclarant qu'il a pris le contrôle de cette planète et éliminé celui qui en était responsable, c'est clair. Christiana est en larmes en entendant cela. Croyant que son tourment va enfin prendre fin, elle supplie Liam de la libérer, elle et les autres filles, de leur misère, car elles ne pourront jamais redevenir humaines, c'est une tragédie. Pourtant, Liam jure qu'il les sauvera toutes, mais en échange, elles devront le rembourser pour cette faveur. Il s'éloigne après avoir dit à ses soldats d'appeler un médecin et de faire transporter les filles à son vaisseau afin qu'elles puissent recevoir des soins. C'est sa promesse. Cristiano continue de supplier le capitaine de cesser, sachant qu'elle est irréformable, et bien que le capitaine éprouve de la pitié pour elle, il ne peut pas convaincre Liam de reconsidérer, soulignant que guérir les filles ne sera pas facile. Il devrait régénérer leur corps entier de fond en comble, ce qui nécessiterait un élixir et des médecins hautement qualifiés. Il argumente que cela ne vaudra pas la peine, mais Liam répond qu'il se sent généreux aujourd'hui, et faire quelques bonnes actions de temps en temps ne fait jamais de mal à personne. À cet instant précis, un message arrive d'Amagi. Ils ont localisé la vraie salle du trésor. Liam est ravi par l'information, car ils viennent de sécuriser le moyen de financer le traitement des filles. En arrière-plan, nous voyons Christiana comme la princesse chevalier du Royaume Saint, célébrée pour ses campagnes héroïques contre les pirates spatiaux. Mais lors de sa bataille décisive contre Goz et son équipage, elle est victime de tromperie et est prise en otage. La cruauté ultime vient lorsque les pirates détruisent son monde natal sous ses yeux, la laissant impuissante à les arrêter. Sa famille est plongée dans une panique, sachant que les pirates ne devraient ne pas avoir pu passer les forces de l'Alliance Unie qui gardaient la zone. Mais ils ne mettent pas longtemps à réaliser que l'Alliance leur a tourné le dos. Les boucliers protecteurs échouent rapidement. Et avant longtemps, toute la planète est effacée. Christiana est brisée par cette tragédie, mais son souffrance n'a que commencé. Après avoir anéanti son monde, Goz transporte Christiana et ses subordonnées survivantes sur son planète du trésor. Bien que la terreur s'empare des autres, Christiana espère que le secours arrivera à tout moment. Lorsque Christiana voit Goz approcher, elle lui défie, en lui disant qu'il doit la tuer immédiatement si c'est ce qu'il désire. Elle préfère la mort à une vie remplie de honte. Goz explique qu'il aurait pris sa vie beaucoup plus tôt si c'était son intention. Au lieu de cela, il les maintient tous en vie parce que son véritable désir était d'ajouter les filles à sa collection. Il annonce alors qu'il a repensé et décidé de libérer seulement l'une des filles. Il demande à Christiana de faire le choix, et sous pression, elle sélectionne la fille qui semble la plus effrayée. Mais ce fut un tour cruel, car Goz remet la fille choisie par Christiana au scientifique, qui la transforme en monstre et commence à la dissection. Christiana, complètement désespérée, supplie Goz de cesser, mais il ne fait que rire en réponse. Il lui dit qu'il mourrait s'il arrêtait maintenant ses actions, la fille mourrait sûrement. Sans autre option, Christiana est obligée de permettre aux expériences cruelles du scientifique continuer sur la fille impuissante. Elle se transforme rapidement en monstre, et alors que Christiana regarde avec horreur, Goz lui dit qu'elle sera changée en quelque chose encore plus repoussant. Elle demande comment il peut faire une chose pareille, et il répond qu'il y prend plaisir. Il explique que ce n'est pas juste pour lui d'être si laid. Donc il prend des belles filles et les transforme en monstres grotesques, jubilant de leur désintégration totale. Bientôt, il la tire vers la chaise d'expérience, et la courage de Christiana s'effondre complètement. Elle supplie Goz de cesser, offrant de faire n'importe quoi en échange, mais il ne fait que rire, déclarant qu'à partir de maintenant, elle sera son chien préféré. Il avoue qu'il a évité de choisir d'abord,
parce qu'il voulait voir à quel point elle serait hideuse et combien elle souffrirait. Goz ordonne ensuite aux scientifiques de lui arracher les yeux et de les planter dans ses mains afin qu'elle puisse voir à quel point elle est moche sans miroir. Christiana continue de pleurer, mais c'est vain et elle est transformée en monstre mutilé. Et ensuite, les autres filles subissent le même sort. Retournant au présent, Liam revient sur sa planète, où Nias arrive pour le visiter. Ayant entendu parler de son succès sur la planète pirate, elle suggère qu'il devrait acheter plus de vaisseaux de bataille pour marquer sa victoire. Liam lui dit de cesser de l'escroquer, mais Nias insiste que ces vaisseaux ont été précieux et qu'il a fait un profit substantiel de la razzia, donc il est juste qu'il investisse une partie de cet argent. Elle essaie de le séduire à nouveau, mais Liam n'est pas dans l'humeur de tomber dans ses pièges. Donc il lui dit de partir. Lorsque ses tentatives pour le séduire et le menacer échouent, Nias rappelle à Liam qu'elle lui a obtenu l'autorisation d'entrer dans la porte de l'espace, et il finit par accepter de l'écouter cette fois. Il se tourne vers Amagi et demande combien de vaisseaux ils peuvent se permettre avec le trésor récupéré. Elle répond qu'après avoir soustrait tous les coûts essentiels, ils ont suffisamment de fonds pour acheter 5000 vaisseaux. Liam est stupéfait par le nombre. Mais avant qu'il puisse même le traiter, Miaz dévale, criant qu'elle ira devant et préparer une commande de 5000 vaisseaux. Liam court après elle rapidement, désespéré de l'arrêter avant qu'elle ne mette en place autant de vaisseaux. En arrière-plan, Yasushi promène les couloirs, essayant de trouver une justification pour demander davantage de fonds à Liam cette fois-ci. À ce moment-là, Nias passe, parlant au téléphone avec un collègue, fièrement disant qu'elle a obtenu un gros contrat de Liam après un peu de persuasion. Yasushi remarque alors qu'elle sort de la chambre de Liam, et sa colère monte, grandement satisfaisant le guide qui attend patiemment près, impatient de voir Liam expérimenter des émotions négatives fortes. En arrière-plan, Liam cherche toujours Nias, mais Yasushi l'atteint en premier et lui dit de venir. Il conduit Liam au terrain d'entraînement, où Liam est aveuglé et son épée est pesante, avant de commencer encore une de ces séances d'entraînement intensives de Yasushi. Yasushi a mis en place 100 drones, tirant des bolas de tennis de toutes les directions, à une vitesse encore plus rapide que la dernière fois. Liam lutte pour réagir à temps, se faisant frapper plusieurs fois par les projectiles, et puis Yasushi augmente encore la difficulté. Liam s'effondre au sol, protestant qu'il est impossible de parer chaque attaque avec une seule épée, mais Yasushi l'interrompt, refusant d'accepter des excuses et ordonnant à Liam de trouver la solution par lui-même. Cela inspire une idée à Liam. Pourquoi ne pas utiliser la magie à nouveau ? Comme avant. Mais cette fois, il se concentre sur la défense. Il tente de canaliser sa magie pour créer un bouclier protecteur et réussit instantanément. Le bouclier paraît chaque balle. Yasushi est surpris par la maîtrise rapide de Liam. Sans s'arrêter là, Liam inverse l'énergie du bouclier, lançant tous les projectiles vers leur source, détruisant chaque drone en un seul contre-attaque rapide. Liam enlève alors son bandeau et demande à Yasushi s'il a bien fait. Mais Yasushi a déjà été frappé par plusieurs bolas de tennis. Il commence à paniquer, réalisant que Liam est en réalité un génie véritable et découvrira bientôt son escroquerie. Il sait déjà que Liam a affronté des officiers corrompus et abattu des flottes de pirates, et maintenant, il craint que lorsque Liam apprenne la vérité, il soit le prochain à être éliminé. Reconnaissant qu'il doit fuir avant que les choses ne prennent une mauvaise tournure, Yasushi commence à reculer. Mais Liam lui demande où il va, et Yasushi répond rapidement qu'il n'a plus de leçons à donner. Il explique que Liam a déjà maîtrisé tout ce qu'il pouvait lui enseigner. Maintenant, tout ce qui reste, c'est de pratiquer librement. Comme le chemin de l'épée est une quête sans fin, Liam crie qu'il ne veut pas cela et insiste pour continuer à s'entraîner sous Yasushi, mais Yasushi rétorque, ordonnant à Liam de cesser de se comporter comme un enfant. Il explique que, malgré ses propres compétences, il doit aussi continuer à grandir, et avoir Liam constamment dépendant de lui ne l'aidera pas à cela. Yasushi se tourne ensuite vers Liam et déclare qu'il a officiellement terminé. Il est maintenant un véritable maître du chemin de la vitesse. Il explique que, comme maître, c'est la responsabilité de Liam de transmettre leur style d'épée à travers l'univers. Liam accepte joyeusement la tâche, mais le moment où Liam se retourne, Yasushi s'enfuit aussi vite qu'il peut. Pour Liam, ce moment apporte une satisfaction inégalée. Il est presque hors de dette. Son domaine prospère. Il a vaincu les pirates, et maintenant, son propre maître l'a reconnu pour ses capacités. Il exprime sa gratitude au guide pour tout. Mais avant que la vague de positivité de Liam ne l'écrase complètement, le guide fait une fuite rapide dans un autre monde.